Bonjour Stéphane Bern. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation de Grand Est Magazine. Merci d'accueillir le 3e numéro du nouveau trimestriel du Républicain Lorrain, de l'Est républicain de Vosges Matin, des DNA et de l'Alsace, ici au 22 rue Bayard, dans les studios d'RTL, où vous avez fêté il y a quelques jours la 1000e de votre émission, à la bonne heure, du lundi au vendredi, de 11h à 12h30. Vous êtes un des animateurs préférés, Stéphane Bern, des Français. Sur France 2, vous partagez votre passion pour la France, son patrimoine, ses villages ou ses maisons, sa culture et évidemment son histoire. Ensemble, nous allons partager, précisément, voyager sur les traces de votre enfance et une fois, n'est pas coutume, de votre histoire. C'est par un livre, Stéphane Bern, que je voudrais commencer notre balade. J'ai reconnu. Par la capitaine de Couve. C'est drôle, je ressens toujours la même émotion quand je vois ce livre. Alors, il s'agit du Tour de France de deux enfants, vous savez, qui commencent à Falsbourg de mémoire. Tout à fait. Je veux savoir pourquoi ce livre vous a particulièrement marqué. Je ne sais pas, parce que d'abord, ça vous fait découvrir la France, ses villages, et puis il y a une dimension historique. Il faut se souvenir que c'est au moment où une partie de la Lorraine, l'Alsace et une partie de la Lorraine étaient du côté de l'Allemagne. C'est après la guerre de 1871 et jusqu'en 1914, eh bien, on n'avait que cette idée en tête qui était de reconquérir cette partie de l'Alsace et la Lorraine dont la France avait été amputée. Et je trouve que, je ne sais pas, vous savez, aujourd'hui, quand je vois mes parents voulaient qu'on lise ça, ça m'avait beaucoup impressionné, sans doute parce que dans les livres d'école ou tels qu'on vous enseigne aujourd'hui à l'école, c'est un peu comme la culture hors sol. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire maintenant les fruits et légumes n'ont jamais vu la terre. Et on n'apprend plus ça. On ne va plus à la découverte des villages, de la rencontre des monuments, même des vaches, des traditions populaires, des traditions locales, gastronomiques, des petits plaisirs, du vivre ensemble dans les villages de France. Et ça, j'ai retrouvé cela. Alors, le goût m'en est venu là. M'en est venu aussi parce que quand j'étais gamin et que je vivais à Nancy avec mes parents, on nous emmenait à Villeroy-sur-Méholle où il y avait notre nounou que j'ai retrouvée d'ailleurs l'autre jour à Florange. Ça m'a fait un choc émotionnel de la retrouver des années plus tard. Je ne l'avais pas vue depuis 40 ans au moins. Elle nous a éduqués, elle a appris à lire avec nous. C'était une fille de la campagne et qui est montée à Nancy pour être notre nounou. Et elle venait dans un village, on allait d'ailleurs passer des vacances dans son village. Elle est devenue conseillère municipale. Non, voilà, l'amour des villages me vient de là, et de ce livre, et de ce que j'ai vécu enfant près de Nancy. Nous sommes le 14 novembre 1963, à Lyon, à la clinique du parc de la Tête d'Or. Louis travaille chez le pétrolier mobile. Mélita, luxembourgeoise, traductrice-interprète, donne un frère à Armand, né 14 mois auparavant. Ai-je raison si je dis que vous étiez un enfant sage, insolent et impertinent, rétif à la discipline? On a un peu du mal à le croire. Oui, c'est vrai, c'est exactement ça, c'est le vrai portrait. J'étais à la fois un gentil, bon fond, bien élevé, etc., mais rétif à toute discipline. Les Anglais ont un mot, ils disent « tricky ». Je n'aime pas qu'on m'impose des choses. Alors sur le moment, je dis oui, puis je fais ma tambouille après. À quoi rêvait le petit garçon que vous étiez à l'époque? Quels étaient ses jeux? Les rois, les reines, les fées, non? Très tôt, c'est arrivé dans ma vie. Oui, j'avais envie... vous savez, on rêve souvent que notre famille n'est pas la nôtre et qu'on a été échangé à la naissance. Je ne dis pas que je rêvais de la vie des autres, c'est pas ça, mais la discipline était vraiment dure. Donc je me suis inventé des familles idéales, des familles comme ça, emblématiques. Et je crois que le Luxembourg a eu une influence considérable sur mon esprit pour une chose simple, c'est que tous les enfants ont un royaume enchanté. Le mien était au Luxembourg, parce que mes grands-parents étaient des gens merveilleux, et où surtout la discipline familiale se relâchait. Où on me laissait faire regarder la télé, une chose qui ne pouvait pas avoir lieu chez mes parents, puisqu'il n'y avait pas de télé. On avait le droit de faire plein de choses chez mes grands-parents. On mangeait des choses qui étaient c'était moins du pain sec, c'était beaucoup plus de la brioche, oui, pour vous donner une description. Donc j'ai idéalisé ce petit pays. J'en ai fait j'ai un tropisme qui me pousse vers le Luxembourg. Puis c'est très tard, finalement, vers 10-11 ans, qu'un jour je suis allé voir mon père. Je me suis dit, mais on n'a pas de grand-duc, nous? Il m'a dit, non, on a un président de la République. Oh, j'étais très déçu.
Votre papa accepte un poste de directeur commercial à Nancy, précisément. Vous voilà à l'école primaire Braconneau de 1967 à 1970. Le parc La Pépinière, la Plastane. Que reste-t-il de la Lorraine dans ce que vous êtes aujourd'hui? Beaucoup de choses. L'amour de Nancy et une vraie fidélité à la Lorraine. Oui, vraiment, je me sens bien sur cette terre. Lunéville, par exemple, le château d'Arouet aussi en Lorraine. C'est vrai que la place Stanislas, c'est pour moi un lieu familier. Les bergamotes, vous allez voir souvent avec moi, il y a toujours une connotation gourmande. Les madeleines de Commercy, les bergamotes des sœurs dans la petite rue là derrière, je me souviens très bien. Avec ces jolies petites boîtes qu'on achetait. Donc oui, j'ai beaucoup de choses de Lorrain en moi. Et puis, vous savez, pourquoi mon père avait accepté Nancy? Simplement parce qu'on était juste à côté de Luxembourg et que c'était très facile le week-end d'aller chez mes grands-parents. À propos de Lorraine, ce petit message et cette question de quelqu'un que je ne vous présente pas. Stéphane Bern, c'est un chic type. Un chic type qui aime son public, qui aime les artistes et il ne fait pas semblant. C'est un des rares animateurs qui va à la rencontre des gens parce qu'il les aime. Voilà. Cher Stéphane, tu es venu 2 fois à la Passerelle avec tes émissions de radio. Tu as fait un éditorial pour la plaquette de la Passerelle très très élogieux il y a quelques années. Tu es venu en juin dernier présenter le programme des spectacles de la Passerelle de la saison en cours. On peut te demander tout ce qu'on veut, tu nous dis oui. En fait, j'ai compris que tu es quelqu'un qui ne sait pas dire non, et tu l'as dit toi-même. Cher Stéphane, qu'est-ce qui fait que tu aimes autant la Lorraine et les Lorrains? Déjà, Pascal a raison, je ne sais pas dire non. Voilà. Alors maintenant, j'ai appris, je dis oui par principe, et puis après, on est obligé de dire non quand l'emploi du temps ne le permet pas. Mais par principe, je dis oui. Parce que quand vous dites oui à la vie vous sourit. C'est une mauvaise attitude dans la vie de dire toujours non. Moi, j'ai toujours dit oui. C'est comme ça que ça a marché. Et puis la Lorraine, encore une fois, parce d'abord, il fait des choses formidables à Florange. Je trouve que c'est important que quand il y a la crise, la culture ne doit pas disparaître. Vous savez, c'est le premier poste qu'on supprime quand il n'y a plus d'argent dans les caisses, c'est la culture. Or, la culture, c'est ce qui fait de nous des êtres humains, des êtres dotés de réflexion, de pensée, d'émotion. C'est la dernière chose qu'il faut supprimer, c'est la culture. Et donc cette salle nationale qui est la passerelle de Florange est pour moi essentielle. Et donc oui, j'aime aller. Ensuite, je sais que là j'ai un projet j'ai accepté d'être le parrain avec Carole Gessler qui est de Thionville, du 40e régiment RT de Thionville. J'ai dit oui, je crois qu'on doit aller faire une visite à Thionville. Je crois que c'est important pour moi de garder je suis franco-luxembourgeois et pour moi c'est forcément en passant par la Lorraine avec mes sabots. Les petites vacances, c'est au Luxembourg, dans la maison, vous l'avez dit tout à l'heure, de vos grands-parents maternels, rue Maréchal Foch, que vous les passez. Vous en parlez, vous avez d'ailleurs repris l'expression tout à l'heure, comme d'un royaume, le royaume enchanté de votre enfance. Expliquez-moi, décrivez-moi comment ça vous a... C'est-à-dire, encore une fois, tous les enfants ont un royaume enchanté de l'enfance. Une maison de famille, un endroit où vous retrouvez vos cousins, vous vous sentez bien, vous êtes... Je vous dis, moi, ma mère avait plutôt tendance à nous envoyer en vacances chez nos grands-parents maternels, évidemment. Mon frère avait un tropisme plus lyonnais chez mes grands-parents paternels. Moi, je suis pourtant né à Lyon. Mon tropisme me poussait plutôt vers mes grands-parents maternels qui étaient plus jeunes, voilà, je les aimais, c'est horrible de dire je les aimais davantage, mais ils étaient plus jeunes, donc je me sentais plus proche d'eux. Et Luxembourg m'a marqué, je ne sais pas pourquoi, j'aimais cette maison, j'aimais mes grands-parents, au point que je me suis senti très tôt luxembourgeois, autant que français. Alors je voudrais justement rester quelques instants encore dans cette maison, et particulièrement dans ce petit carré de verdure derrière la maison. Oui, il y avait d'un côté, je me souviens, il y avait des poiriers. C'est drôle parce que j'ai revu le jardin il n'y a pas longtemps. Il est minuscule. Mais forcément, quand vous êtes petit comme ça, ou comme 3 pommes, forcément d'en bas, vous voyez des choses beaucoup plus grandes. D'un côté, il y avait de l'herbe, et puis avec un prunier, qui faisait énormément de prunes. Le long du grillage, il y avait des poires, il y avait des groseilles à maquereau, et de l'autre côté, il y avait des fraises.
Et puis au centre, devant ma grand-mère, on n'a pas le droit de toucher, il y avait les rosiers. Est-ce là qu'est née votre passion pour les jardins? Je crois que vous en Oui. avez 2 aujourd'hui. J'en ai partout. Partout. J'ai partout des jardins. Ouais. Et j'ai même une maison à Luxembourg maintenant. Et il y a exactement le même jardin que celui de ma grand-mère autrefois. Donc, et je crois que je vais le refaire, parce que là, pour le moment, je fais les travaux de la maison, mais je vais faire le jardin exactement comme il était chez ma grand-mère. Vous avez 8 ans, vous vivez désormais à Paris, dans le 17e arrondissement. Votre grand-père vous fait découvrir la famille Grand-Ducal, vous en avez parlé tout à l'heure. Je me permets ce petit flashback qui ne devrait pas déplaire aux collectionneurs que vous êtes. Ce sont des éditions du Républicain Lorrain et du Luxemburger Wort du 13 novembre 1964, Ah bah oui, la veille de l'avènement. votre premier anniversaire. Incroyable, vous les avez, mais c'est des documents incroyables. Moi-même, je ne les ai pas. Alors, je sais que vous avez beaucoup de choses. Là, pour le coup, Ah oui, on c'est a formidable. réexhumé des choses dans nos Ah, archives. c'est incroyable que vous ayez ça. Ah oui, le discours du trône, incroyable. Vous savez, vous risquez de ne pas partir, de ne pas les rapporter. Vous savez que vous risquez. Il va se passer quelque chose qui va faire que on va vous les taxer. On va vous les taxer. Je vais repartir sans. Mais je le crains, je le crains. Ah non, mais c'est superbe, c'est magnifique. Voilà, donc c'est les journaux de Bah l'époque. oui. Vous savez que ça vous fait plaisir. L'avènement, ah oui, ça me fait très plaisir. L'avènement, et puis on lisait à la maison. Alors c'est drôle parce qu'il y avait les francophones. Ma tante, par exemple, lisait le Républicain Lorrain. Et ma grand-mère, mes grands-parents, c'était plutôt le Luxemburger Wort. Et vous savez, ma grande fierté aujourd'hui, c'est depuis plus d'1 an maintenant, je suis chroniqueur pour le Luxemburger Wort. Je le fais bénévolement pratiquement, parce que je pense que c'est la pige la plus modeste qui soit. Je ne fume pas, sinon c'est juste pour acheter un paquet de cigarettes. Mais je le fais parce que, voilà, ce sont 2 journaux qui m'ont profondément marqué dans mon enfance. On le livrait le matin avec le laitier. Et donc c'était avec le pot de lait. Donc ça c'est quelque chose qui... oui, c'est l'avènement du Grand-Duc Jean. Vous savez, je ne sais pas si les gens peuvent comprendre, en France on moque toujours les familles royales. Mais franchement, on donne à notre président des pouvoirs d'un roi, il a plus de pouvoirs que n'en avait aucun roi de France. Quand vous voyez ce qu'était, il vit toujours par chance, le Grand-Duc Jean, et ce qu'il a incarné dans l'histoire de notre pays, moi je comprends le système monarchique, je l'aime aussi, je le respecte, je trouve que nos souverains luxembourgeois ont plein d'utilités. Peut-être les Français, encore une fois, ne le comprennent pas. C'est l'indépendance d'un petit pays. Votre vie, votre destin, auraient-ils été les mêmes sans le palais grand-ducal et Luxembourg, selon Moi, je vous? crois pas. Je crois que le Luxembourg a décidé de ma vocation. Je me suis juré, étant enfant, qu'un jour j'entrerai là. Et d'ailleurs, ma mère le savait bien, parce que quand je me tenais mal, comme aujourd'hui, par exemple, c'est-à-dire, je suis assez décontracté dans la vie, quand même. Je sais me tenir, hein, je sais... j'ai tous les codes pour réussir. Et ma mère me disait... Tiens-toi bien à table, sinon tu ne seras jamais invité au Palais Grand-Ducal. Et puis un jour est arrivé, je crois que j'ai été le premier journaliste à être invité, c'était pour le premier jubilé de Grand-Duc Jean et de la Grande-Duchesse Joséphine Charlotte. En février 89, j'ai pu entrer au Palais à Colmarberg et j'ai fait la première interview des souverains. Vous avez toujours, je crois, la collection des 3000 cartes postales que votre grand-père vous envoyait. Exactement, j'ai toutes les cartes postales. Et j'ai la première carte postale aussi, celle qu'à 10-12 ans, j'avais demandé au Grand-Duc Jean, et qu'il m'a envoyé, qui était épinglé sur le panneau de liège au-dessus de mon lit, près de mon bureau. Et j'ai ce qui me touche beaucoup, c'est que c'est là qu'on voit que c'est le sentiment de réussir dans la vie pour moi. Ça a peu de sens. C'est les autres qui voient une réussite. Moi, la seule différence que je vois, c'est que maintenant, le Grand-Duc Jean, quand il m'écrit, il signe. Et rien ne me fait plus plaisir. Vous voyez, c'est pour moi la réussite, ce que j'aurais réussi dans ma vie, c'est ça. C'est peut-être quand on est fidèle à ses rêves d'enfant, c'est quelque chose de très important. Mon éducation était prussienne, austère, sérieuse et rigoureuse. On en avait parlé un petit peu tout à l'heure, un peu germanique. J'ai appris que tout ne s'obtient que par l'effort. Est-ce vrai que votre argent de poche était indexé sur vos notes de conduite? Absolument. Tout est rigoureusement exact. Non seulement ça, et donc j'étais en déficit, forcément. Donc je devais de l'argent à mes parents. C'est quand même incroyable pour l'argent de poche, je le devais. Et donc je cirais les chaussures et je faisais le lit de toute la famille pour obtenir 2 francs en plus. 2 francs par paire. Donc vous voyez, quand les gens me parlent d'argent, maintenant je dis je sais d'où je viens. Je n'ai pas oublié. Je sais ce que les choses coûtent. Donc oui, c'était rigoureux, mais ça vous donne c'est un viatique pour la vie. Ça vous donne un passeport, vous savez qui vous êtes, vous ne perdez pas dans
je n'aime pas le luxe, enfin je n'aime pas, je trouve que c'est agréable de vivre dans le confort, mais le luxe ostentatoire, c'est pas mon truc. Voilà. Le littéraire que vous êtes décroche son bac C, une série scientifique au lycée Carnot à Paris. Oui. Comment l'adolescent turbulent que vous étiez devient-il alors à 20 ans le président de l'association des Amis de la Maison de France? Vous savez, c'est par les rencontres, évidemment. Moi, j'ai fait les études pour faire plaisir à mes parents, je ne m'en cache pas. J'avais un frère brillant, j'ai toujours un frère qui est brillant, qui était mon modèle, enfin un modèle imposé, évidemment. Moi, c'était pas ce que je voulais faire. Donc je me suis dit, il va falloir que tu t'en sortes. Je me souviens à table, mes parents me disaient, toi, tais-toi, tu n'y comprends rien. Donc il y avait les trois, on a l'impression d'avoir trois adultes, alors que mon frère n'a qu'un an de plus que moi. Donc il y avait trois adultes, et puis moi, j'étais le pauvre débile qu'on traitait vraiment comme un... On me traitait comme un... Je ne dis pas un débile léger, mais vous voyez, comme un... qu'est-ce qu'on va faire de toi vraiment, tu comprendras vraiment jamais rien. Et donc, c'était... mais du coup, ça a développé mon imaginaire. Il y a beaucoup de gens craquent. Il y a beaucoup de gamins comme ça qui sont mis sur la touche et qui deviennent malheureux. Moi, pas du tout. J'ai développé un imaginaire incroyable. Je me suis fait mon monde dans ma tête. Et résultat, écoutez, j'ai fait des rencontres, j'ai rencontré le comte de Paris. Ça a été un coup de cœur intellectuel, affectif aussi. Et il m'a demandé de travailler avec lui. Mais comme je ne voulais pas avoir la livrée bleue et rouge des Orléans, donc être payé, etc., j'étais bénévole, je faisais mes études, j'ai fait prépa HEC, l'EM Lyon, etc. Et pendant ces années-là, j'étais président des Amis de la Maison de France. Ça m'a appris à gérer une association, à me bouger, à écrire. J'écrivais les éditos, j'écrivais les discours, j'écrivais des textes pour le comte de Paris. J'ai appris plein de choses. C'est le comte de Paris lui-même qui après m'a dit « Mais pourquoi vous faites du commerce, du business? C'est pas votre truc. Vous devriez devenir journaliste. » Et voilà. Vous citez souvent le poète portugais Pessoa et vous parlez de l'intranquillité qui vous caractérise. Oui, j'adore Pessoa parce que c'est vraiment quelqu'un qui avait une grande spiritualité. Voilà. J'aime la littérature et la poésie portugaise. Mais ce que j'aime chez lui, c'est l'intranquillité. C'est cette idée que rien n'est jamais acquis pour toujours, que vous devez toujours vous remettre en question. C'est le mouvement c'est le chemin qui fait de votre vie quelque chose d'intéressant. C'est pas arriver, les gens disent « Ah vous êtes arrivé », mais arrivé à quoi? Moi, je vis chaque jour comme si c'était le dernier, et puis toujours avec ce sentiment qu'il y a tant de choses à faire, tant de choses pour se cultiver, pour apprendre, pour partager des passions avec les autres. Donc oui, je vis dans cette intranquillité. Je ne suis pas un assis, comme on disait au 19e siècle pour parler des bourgeois. Je fais tout sérieusement sans jamais me prendre au sérieux. Je suis un nomade, donc tout le contraire de quelqu'un qui est assis. Vous avez écrit de nombreux livres, joué au théâtre, même une pièce qui était inspirée de votre parcours. Il y a aussi ce projet avec Franck Ferrand d'une série, genre House of Cards ou Borgen version royale. Voilà, vous êtes très au courant de tout. C'en est où? Écoutez, on est en développement, comme on dit. Ouais. C'est-à-dire que maintenant, nous, on a fait le synopsis, on a fait le premier épisode, etc. Maintenant, c'est en développement avec une chaîne que je ne peux pas encore nommer, parce qu'elle n'a pas signé, mais qui va certainement signer. Et donc, là, nous sommes en développement avec cette chaîne qui va... on va la faire... Elle a pris de l'envergure, entre-temps. Elle devient internationale et elle va être tournée en anglais. Donc, ça, c'est notre plus grande récompense, j'allais dire. C'est de voir que cette série va peut-être devenir une série appelée à avoir un développement à l'international. Le 14 mai, vous serez à Stockholm. Oui, pour l'Eurovision. Pour l'Eurovision. Oui. C'est un grand plaisir personnel. À la fois d'abord parce que j'aime ce que je fais sur... vous savez, ici sur RTL, je prends un plaisir fou tous les matins à recevoir des invités. J'aime la radio, mais j'aime aussi la télévision. Ne me demandez pas de choisir entre mon père et ma mère. Et donc, la télévision, j'aime faire aussi du divertissement, ce que je fais tous les matins ici. Donc, comme divertissement, j'aime particulièrement l'Eurovision. Les Français ont encore une fois tendance à bouder, pas à bouder parce qu'ils sont très nombreux à regarder, mais à moquer l'Eurovision. Écoutez, c'est le premier événement qui fédère les Européens après la Coupe du Monde, la Coupe d'Europe de foot. Franchement, il n'y a pas de... Je trouve que c'est bien. Il y a tellement de raisons de détester l'Europe. Les gens en trouvent tous les jours entre les quotas laitiers, les ordonnances et les décrets pris à Bruxelles ou Strasbourg. Alors pour une fois qu'il y a une raison d'aimer l'Europe, aimons-la.
Stéphane Bern, ce sera ma dernière question. Quel regard poserait l'adolescent que vous étiez sur l'homme que vous êtes devenu s'il avait l'occasion de vous lire, de vous écouter ou de vous regarder aujourd'hui? Mais alors, je vais vous dire une chose, j'y pense tous les jours à cette question. Et tous les jours, je me dis, est-ce que tu es fidèle à tes rêves d'enfant? Et donc, je crois que j'ai les mêmes rêves. Le gamin que j'étais est toujours là. Il n'a pas changé. Voilà, il vit peut-être dans un appartement plus grand, il y a plus de jardin, voilà, c'est des choses anecdotiques, vous voyez. Mais sur le fond, il est toujours là. Je vois les rides, je vois les poches, je vois le principe de gravité, tout commence à s'effondrer, et il faut bien le dire. C'est une ruine, mais c'est la seule ruine que malheureusement je ne peux pas restaurer, ou en tout cas j'essaie de restaurer les autres avant de me restaurer moi-même. Mais c'est beaucoup de fidélité. Fidélité à ce que j'étais, fidélité à ce que je croyais, fidélité aux gens qui ont cru en moi, et surtout je n'ai tué personne, je n'ai marché sur personne, je n'ai pris la place de personne, je ne suis pas un tueur. Mon père me dit toujours, mais comment tu peux réussir dans ce métier en étant si gentil? C'est pas un métier pour les gens gentils. Bah si, on peut rester gentil, bienveillant, poli, dire bonjour, merci, et encore une fois, sans être un hystérique fou et tyrannique.